Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Au sommaire, ce dimanche, Salah Abdeslam, suspect clé des attentats du 13 novembre à Paris, arrêté au cours d'une opération policière à Bruxelles. L'homme le plus recherché d'Europe a été localisé à côté de chez lui, à Molenbeek. Comment Salah Abdeslam a-t-il pu disparaître des radars pendant 4 mois de cavale? Faut-il s'attendre à une riposte du groupe État islamique? Une capitale ouest-africaine attaquée tous les 2 mois après Bamako, après Ouagadougou. Dimanche dernier, Grand Bassam, en périphérie d'Abidjan, a été la cible d'attentats. Le pouvoir ivoirien était-il préparé à faire face? La population se savait-elle menacée? Le Togo et le Bénin appellent à une riposte régionale contre le terrorisme. Le Sénégal est-il la prochaine cible? Accord entre Bruxelles et Ankara censé ralentir le flux des migrants. Tous ceux qui arriveront en Grèce dès ce soir seront renvoyés en Turquie. Pour chaque migrant renvoyé, un autre sera réinstallé dans l'Union européenne. Cet accord est-il compatible avec les droits de l'homme? Faut-il s'inquiéter du prix à payer en concession à la Turquie? Le résultat est-il trop aléatoire? Et puis cette semaine, ça ne vous aura pas échappé, un super ordinateur a battu un maître d'Hugo. Question que nous nous poserons tout à l'heure. Qu'est-ce qui aujourd'hui distingue l'intelligence artificielle de l'intelligence humaine? Et pour en parler ce dimanche, voici nos kiosqueurs. Marie-Roger Biloa, directrice du groupe Africa International, magazine panafricain francophone, créé à la fin des années 50. Je précise que vous rentrez d'Abidjan. Richard Verly, correspondant à Paris pour le quotidien suisse Le Temps, auparavant en poste à Bruxelles et en Asie du Sud-Est. Vous dirigez également la collection L'âme des peuples aux éditions Nevikata, parce que pour connaître les peuples, il faut d'abord les comprendre, dites-vous. Nicolas Willems, rédacteur en chef au service Europe et international de la RTBF, après de nombreuses collaborations pour Radio France et Radio-Canada. Et puis Ariane Bonzon, journaliste indépendante, chroniqueuse sur le magazine en ligne Slate.fr. Vous travaillez notamment sur la Turquie et sur le Proche-Orient. Vous avez été correspondante pendant 20 ans. Merci à vous 4 d'être en plateau pour commenter l'actualité de cette semaine, une actualité riche. Il était l'homme le plus recherché d'Europe. Il avait fui Paris au lendemain des attentats du 13 novembre, le seul des 10 terroristes ayant semé la mort à avoir survécu. Salah Abdeslam, suspect clé, a été interpellé vendredi après-midi à Molenbeek. La fin de 4 mois de cavale qui pose beaucoup de questions. C'est l'image de la capture de Salah Abdeslam. Le voici vêtu de blanc, maîtrisé par les policiers belges, avant d'être embarqué dans cette voiture. La fin de 4 mois d'une cavale qui a commencé le 13 novembre dernier, au soir des attentats de Paris. Dans la soirée, il abandonne une voiture noire dans le 18e arrondissement avant de prendre la fuite avec l'aide de 2 complices. Direction le quartier de Schaerbeek à Bruxelles. En chemin, il s'arrête dans une station-service, échappant tout à 3 barrages de police. À cet instant, le nom d'Abdeslam n'est pas encore affilié aux attentats. Son avis de recherche ne sera diffusé qu'à partir du 15 novembre. 13 novembre, la police belge pense l'avoir repéré dans un immeuble de Molenbeek, son quartier d'origine. Opération qui se révèle un fiasco. Les policiers obtiennent tardivement l'autorisation de perquisitionner. Salah Abdeslam en profitera pour s'échapper. Abdeslam se cache ensuite pendant 3 semaines dans un appartement de Schaerbeek. Une fois encore, la police belge arrive dans une planque vide. Ses empreintes digitales sont relevées. 2 mois passent avant que les enquêteurs retrouvent la trace de Salah Abdeslam lors d'une perquisition de routine menée à Forêt mardi dernier. Les policiers pensent trouver un appartement inoccupé. Ils sont accueillis par des tirs de Kalachnikov. Un des tireurs est tué. 2 autres parviennent à fuir par les toits. Parmi eux, très probablement Salah Abdeslam. La traque s'accélère alors et Salah Abdeslam est finalement arrêté avec un complice et ses 3 logeurs à Molenbeek, le quartier de son enfance où il s'est terré ces derniers jours. Alors, depuis, Salah Abdeslam a été inculpé de participation à des assassinats terroristes. Il a affirmé aux enquêteurs qu'il avait eu l'intention de se faire exploser au Stade de France avant de faire machine arrière. Des déclarations à prendre évidemment avec beaucoup de prudence. Il a par ailleurs refusé d'être extradé vers la France. Donc on vient de voir là un résumé des 4 mois de cavale. Nicolas Willems, vous vivez à Bruxelles. Racontez-nous cette semaine un peu folle qui a démarré mardi avec une perquisition à Forêt. Bah voilà, donc tout démarre à Forêt. Alors, une perquisition qui est d'une des 19 communes de Bruxelles.
Bruxelles et donc c'était en fait simplement un contrôle de police qui a mal tourné avec une personne qui est tuée, neutralisée, et 2 personnes qui ont pris la fuite. Ensuite se déroule vendredi ce dénouement, en tout cas pour Salah Abdeslam. Là, la police était préparée, s'attendait à le retrouver sur place. Il a été protégé par des proches. C'est toute sa mouvance bruxelloise de sa jeunesse. Et donc, c'est la conclusion finalement de 4 mois de cavale. Alors, pour les familles, c'est un soulagement. Ça redore le blason aussi de la police belge, qui a été fortement critiquée en France. Et c'est aussi le symbole d'une collaboration entre la France et la Belgique en matière de lutte contre le terrorisme. Et c'est le succès. C'est peut-être aussi là aussi une des clés en matière de lutte contre le terrorisme. Et ça, on va y revenir. Mais comment ça a été vécu à Bruxelles? Parce que les images qu'on voit sont quand même plutôt impressionnantes. On s'y habitue presque un petit peu. C'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'image. Comment ça a été perçu de Bruxelles? Alors, il y a 2 choses. D'une part, c'est vrai que la semaine a été assez angoissante et peut-être surtout Forêt, donc la fuite et ces images qui sont assez fortes, où pour de nombreux Bruxellois, c'est presque, ça s'apparente à des images de films. À côté de ça, il y a un soulagement, même si les gens savent que ce n'est pas fini et qu'il y a encore une menace terroriste, que le niveau d'alerte est au niveau 3 sur 4, donc extrêmement élevé. Et puis, il y a aussi toute l'interrogation sur Molenbeek, c'est-à-dire que les habitants de Molenbeek sont lassés que cette commune soit toujours pointée du doigt. Mais à juste titre. Voilà. Mais on le retrouve aussi à 400 mètres du lieu où se trouve la résidence familiale. Alors je profite que vous en parliez pour montrer la une du quotidien belge le soir qui sortait un cahier spécial au lendemain de l'arrestation. De Molenbeek à Molenbeek, un titre qui souligne, vous le disiez, l'absurdité, on peut dire ça, de 4 mois de cavale qui se termine à 500 mètres de chez lui. Mais ça pose beaucoup de questions quand même. Oui, c'est beaucoup de questions. Alors, on pointe du doigt notamment l'ancien bourgmestre, Philippe Moreau, donc, qui aurait été peut-être trop laxiste. Lui a écrit un livre récemment où il se défend. Il a été critiqué par les familles de victimes également par rapport à son inaction. Il y a un vrai questionnement sur Molenbeek. Maintenant, il ne faut pas non plus penser à l'arbre qui cache la forêt. Je pense qu'il y a aussi en Europe d'autres quartiers qui sont aussi des foyers de cellules dormantes et qui se retrouvent dans le même type de situation. Richard. Oui, je me souviens de l'émission qu'on avait eue juste après les attentats, et je crois qu'on avait dit, on avait admis ensemble sur ce plateau que l'Europe fabriquait des terroristes. Eh bien voilà, on en a un bon exemple. Non seulement on a l'exemple de Salah Abdeslam, mais on a l'exemple du terreau dans lequel il a évolué. Bien évidemment, tous les gens qui étaient autour de lui n'étaient pas des terroristes. Sans doute qu'un certain nombre ne seraient jamais passés à l'action et n'avaient jamais envisagé de le faire. Mais le fait est qu'un homme connu pour avoir participé à l'assassinat de 130 personnes a été dissimulé, caché, accepté, peut-être dénoncé à la fin, cela dit. Voilà. On ne sait pas trop si à la fin c'est sur une dénonciation. Ce qui surprend aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il s'est baladé, il est allé à Forêt, il avait été repéré à Schaerbeek, voilà. Finalement c'est à Molenbeek qu'on le retrouve. Est-ce qu'en effet, aujourd'hui, quand on est l'homme le plus recherché d'Europe, on peut, dans la capitale européenne, se balader d'un quartier à l'autre? Est-ce que ça vous interpelle? Pas moyennement, parce que j'estime qu'il ne peut aller que là où il pense avoir des soutiens. C'est comme un poisson, il est là, et là où il est comme un poisson dans l'eau, il ne peut pas sortir de sa zone où il ne connaît personne, où il est à nu. Ce qui me frappe aussi, c'est, comme le dit Richard un petit peu, c'est pas une forme de solidarité, mais des gens qui étaient autour de lui, quand même, qui lui fournissaient des planques, et qui ne sont pas tous sans doute des terroristes. Je suis aussi frappée par la forme de tendresse qu'exprimait son frère, qui a beaucoup parlé dans les médias avant et qui s'est porté pâle des travails dans une administration publique qui n'y est plus depuis les attentats et qui parle de lui, mon petit frère revient, etc. Et c'est la personnalité de ce garçon est sûrement très intéressante. Et j'ai été également frappée de lire le témoignage de une échevine, c'est-à-dire une conseillère municipale de Molenbeek, qui estimait, qui allait dans le détail, qui disait que les jeunes là-bas, on s'en occupe, ils sont à peu près hors de danger jusqu'à 20 ans, parce qu'il y a des structures qui les prennent un peu en charge, qui les suivent. C'est la période entre 20 et 25 ans où tout peut arriver, parce que voilà, cet encadrement fait défaut. Et je trouvais ça intéressant par rapport à la France où
On parle voilà, des jeunes de banlieue de manière générale, c'est très flou. Là, c'est voir quelqu'un qui fait ce détail-là, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'il y a de l'espoir. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, je ne voudrais pas inquiéter tout le monde, mais dans les guérillas urbaines, on n'en est pas encore là, ou dans les affaires de terroristes, on voit effectivement l'importance du milieu dans lequel ils gravitent et les complicités qu'on a. Alors c'est là où c'est très, très difficile pour les services de renseignement, parce qu'il va falloir qu'ils fassent le tri entre les terroristes potentiels, entre ceux qui se taisent ou qui sont complices. Est-ce que le silence, c'est une complicité? Ça, c'est une question. Et puis entre ceux, au contraire, qui dénoncent. Et je crois que dans ce cas, effectivement, il y a un ami qui l'avait appelé, Salah Abdeslam, qui a dit, bon voilà, il m'a appelé, donc c'est comme ça qu'on a pu retrouver sa trace, et évidemment protéger ces gens-là. Parce qu'on a vu, pour Saint-Denis, l'opération a été possible, car il y a aussi une personne qui était proche de ce groupe-là, qui a dénoncé, et elle n'a pas été elle n'est pas bien protégée. Cette coopération franco-belge au niveau de l'antiterrorisme, peut-être, Richard? Enfin, moi, le parallèle que je ferai, par exemple, alors d'une part, il y a la coopération antiterroriste, mais faisons un parallèle entre Saint-Denis et Molenbeek, même si les deux choses sont très différentes. On a quand même l'impression dans les deux cas, et j'ai passé ce week-end à regarder la documentation depuis les attentats, il y a un milieu islamo-gangstériste. Ce milieu, il tient des cafés, des trafics, des officines, des trafics de faux papiers. Et donc, non seulement il a évidemment des complicités familiales ou autour de la famille, mais il a aussi les moyens de faire peur aux autres. Parce qu'il y a des comportements qui ne sont pas des comportements complices, mais de gens qui se taisent parce qu'ils ont peur. Et là, la comparaison entre Saint-Denis et Molenbeek, elle est très claire. À Saint-Denis, c'est pareil. À Saint-Denis, les policiers sont très vite intervenus, mais on a compris par la suite qu'il y avait une nébuleuse de ce genre, qui tenait peut-être pas une rue, deux rues, mais au moins un bout de rue, un bout d'immeuble, et que tout le monde se taisait. Ce qui est intéressant dans les deux cas, c'est que l'opération de Molenbeek est une réussite dans le sens qu'on l'a arrêté vivant. Oui. Et que le symbole est important parce qu'il va pouvoir être interrogé, il commence à communiquer, on va pouvoir donner un certain nombre de réponses, notamment par rapport au 13 novembre, mais aussi par rapport à cette cavale. Quant au milieu gangster, il y a deux relais. Il y a naturellement ces gangsters, ces amis de jeunesse qui sont impliqués dans ce café, qui sont impliqués dans les trafics de drogue, qui sont ceux qui l'ont protégé sur la fin. Et il s'est mis à dos aussi une partie apparemment d'éléments djihadistes parce qu'il n'a pas abouti. Et donc c'est ça qui est intéressant dans la fin de son parcours, il n'est pas vu comme un martyr. On se souvient de cette publication, on voyait la photo des différents protagonistes des attentats du 13 novembre, il n'y était pas. Donc il a été protégé par cette mouvance, ces petites frappes, comme le dit l'article du soir, de Molenbeek à Molenbeek. C'est vraiment ça. Et donc il y a vraiment un croisement entre ces deux mouvances. Alors pour avancer, donc là il y a une enquête qui prend une nouvelle tournure. Une personne qui potentiellement peut parler, va-t-elle parler ou pas, ça on le verra bien. Mais est-ce qu'on a là une chance de savoir qui était le commanditaire, qui étaient les commanditaires des attentats de Paris? Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas si on va avoir des informations. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grosse opération de communication qui va se jouer là. Parce que, comme vous le disiez, où il apparaît comme un type qui a été un traître à l'État islamique, avec tous les dangers que ça veut dire pour son entourage, pour lui, ça c'est une autre histoire, mais où il va apparaître comme un héros. Donc là, c'est très compliqué. C'est là où il va falloir faire très attention aux éléments de langage, aux narratifs qui nous aident donnés par l'État français. Et puis, ce qu'on ne sait pas, c'est que souvent, l'État a plutôt intérêt à liquider les terroristes. Parce qu'à partir du moment où ils ont des gens qui sont rattachés à une nébuleuse terroriste dans les prisons, c'est le risque de plus d'attentats. C'est le risque de plus de chantage aussi. On prend un otage si tu libères ce type. Enfin, vous voyez. Donc, c'est là où c'est intéressant. Si effectivement il est déconnecté de l'État islamique, c'est peut-être un peu moins dangereux pour nous. Alors là, Paris disait cette semaine que c'est un coup important porté au groupe terroriste État islamique. C'en est fait un sale coup ou pas? Ça, moi, je ne le crois pas. Non. C'est la communication, c'est la communication que vous évoquez peut-être, Ariane? Je ne pense pas que ce soit un sale coup, parce que si on reconstitue un peu l'itinéraire personnel de Salah Abdeslam, il a joué un rôle important, comme l'a dit le procureur de la République de Paris, dans les attentats du 13 novembre, mais au-delà de ces attentats du 13 novembre et des locations de véhicules ou d'appartements, son nom n'apparaissait jamais comme un responsable opérationnel de ce mouvement terroriste. Donc un coup rude porté à l'État islamique, là, pour le coup, moi, personnellement, j'y crois pas énormément.
Non, Nicolas ? c'est un symbole, je pense, plus pour les familles de victimes, pour aussi cette fin de cavale qui devenait quand même assez longue, 4 mois. À côté de ça, et c'est ça qui est très inquiétant, c'est que ça n'arrête absolument rien, la menace de nouveaux attentats, de cellules dormantes, mais pas uniquement en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, parce qu'il y a des inquiétudes également dans d'autres pays européens. Et là, la question est très importante. Et l'une des clés, comme je le soulignais à l'instant, c'est la coopération policière au niveau européen, qui se met en place, qui est encore compliquée, mais c'est l'une des manières d'avancer. Pour terminer là-dessus, est-ce que malgré tout, cette opération, c'est un premier pas vers cette coopération à l'échelle européenne? Est-ce que vous pensez que oui? Parce que là, on a un succès sur lequel s'appuyer, où il y a eu trop de ratés avant, et donc on n'y est pas encore. C'est pas un premier pas. La police européenne coopère sur différents cas terroristes. C'est pas Très toujours critiqué visible. sur l'antiterrorisme dans ce C'est domaine-là, vrai. en tout cas. Ça n'a pas toujours été très efficace, mais cette fois-ci, oui. Mais il y aura des difficultés. Déjà, quand Abdeslam dit « je ne veux pas être extradé », ça bloque un peu le processus. Il a un avocat qui dit qu'il va porter plainte contre le procureur de Paris pour avoir révélé le secret de l'instruction. Et on voit qu'il y aura quand même des trucs. Et puis, on parlait de communication, on a tendance un petit peu à le présenter comme celui qui n'a pas fait du mal, finalement, et qui pleurait parce qu'on a tué son frère et qui s'est désisté à la dernière minute, donc qui a envie de vivre, etc. Et je crois que son avocat va beaucoup jouer sur ça, et je ne sais pas quelle issue ce procès aura, parce que pendant qu'on le cherchait, tout le monde se disait, si on a celui-là, il va être fini. Mais là, depuis qu'on l'a pris, on a l'impression que... Et on va entendre parler de cet avocat d'un mot pour terminer le mot de la fin pour vous rapidement. Il va jouer aussi sur les différences culturelles entre les deux pays, d'où toujours la limite à la coopération internationale. En Belgique, on communique moins vite sur les affaires judiciaires qu'en France. Et le fait que le procureur Molins ait tout de suite déclaré un certain nombre de choses, en Belgique, ça a un petit peu étonné. Et surtout, ça a permis à l'avocat notamment de pointer du doigt ce comportement. Donc on va jouer certainement sur des étapes et ralentir le processus. Et c'est peut-être le risque aussi, c'est que le processus va être lent. Il va être extradé, ça va peut-être durer plusieurs mois. Les choses vont être lentes. C'est plus compliqué. Et peut-être même un transfèrement, une procédure un peu facilitée, mais dans tous les cas, pas de procès avant 2 à 3 ans. Très, un mot très quand même rapidement, sur la différence de méthode. Saint-Denis-Molenbeek, on a bien vu qu'à Saint-Denis, c'était l'assaut quasi militaire, des milliers de coups de tir, dont il apparaît d'ailleurs qu'ils étaient essentiellement policiers, les tirs en question, puisqu'il y a une seule arme qui a été retrouvée dans l'appartement, alors que du côté belge, la volonté claire d'appréhender le suspect et d'intervenir différemment. Ça, on voit bien que là, il y a deux modes opératoires différents. 2 modes opératoires et une leçon, et donc un procès peut-être dans les 2 à 3 ans, mais bien sûr, c'est encore très impressionnant, on aura l'occasion d'y revenir. On parlait des attentats de Paris, et puis il y a eu Tunis, Sousse, Bamako et Ouagadougou, le terrorisme en Afrique aussi. Le 20 novembre, Bamako était attaqué, 20 morts. Le 15 janvier, Ouagadougou, 30 morts. Et puis dimanche dernier, 13 mars, c'était au tour de la Côte d'Ivoire d'être touchée après l'attaque sur la plage de la station balnéaire de Grand Bassam, 19 morts. Un attentat à peu près tous les 2 mois, pour ce qui est en tout cas de l'Afrique de l'Ouest. Sur cette vidéo amateur, prise depuis l'hôtel Coral Beach, on voit les plagistes quitter les lieux en courant. À quelques mètres, plusieurs hommes sont en train de tirer sur la foule. 3 hôtels sont pris d'assaut par les terroristes. C'est l'heure du déjeuner. C'est dimanche. Beaucoup étaient venus profiter d'un moment de détente à Grand Bassam. La tuerie de Grand Bassam ressemble beaucoup à celle de Sousse, en Tunisie. C'était le venu de la plage, un tireur armé d'une Kalachnikov, des victimes qui passaient du bon temps dans un complexe hôtelier. La tuerie 26 juin 2015. Le pays découvre le sang-froid d'un djihadiste meurtrier tirant 1 à 1 sur les touristes. Quelques mois plus tard, le 20 novembre 2015, plusieurs hommes, cette fois, du groupe Al-Mourabitoun, pénètrent dans un hôtel de luxe de la capitale malienne, Bamako. Une attaque dans un lieu fréquenté principalement par des expatriés et hommes d'affaires, au cœur d'une capitale africaine. 2 mois plus tard, à Ouagadougou, le Burkina Faso, en prise à des soubresauts politiques, découvre la violence meurtrière d'Aqmi. Le monde et l'Afrique se demandent alors quel sera le prochain pays touché par les djihadistes. Alors Marie-Roger, vous rentrez d'Abidjan. Dans quel état d'esprit sont les Ivoiriens ? Eh bien, évidemment, c'est toujours le genre de choc qu'on attend, mais lorsqu'il arrive, tout le monde est désemparé. Parce que ça faisait un moment, effectivement, qu'on disait Abidjan sera en ligne de mire, même si on ne sait pas trop pourquoi Abidjan, pourquoi Bamako, enfin Bamako encore, c'est ça l'histoire. Pour Bamako, on se disait le pouvoir central est en guerre contre
tous ces djihadistes qui sont au nord du pays. Et donc, ils sont descendus plus bas. C'est un symbole, mais encore, ça reste la rationalité immédiate. Lorsqu'ils sont passés au Burkina Faso, on ne comprenait pas trop le rapport. On a soupçonné l'ancien président qui avait des relations particulières avec les djihadistes. Et puis là, à Abidjan, alors là, plus personne ne comprend rien. C'est le lien avec la France, c'est ce que dit AQMI dans sa revendication. C'est ce qu'a dit aussi le président Hollande. Mais quand on est sur place, les hôteliers vous disent, ils visaient d'abord les Américains qui étaient là, donc les Occidentaux en général. Il y avait 40 Américains qui devaient venir dans un hôtel, un restaurant de la plage qui s'appelle je trouve plus le nom. Peu importe. Le Wharf. Et il y en a que 20 qui sont arrivés. Et le Wharf est un peu mieux protégé. Et au premier coup de feu, les Américains se sont tous barrés. Eux, ils étaient très vigilants. Mais Grand Bassam, c'est le lieu où vont les Ivoiriens. La majorité, c'est des Ivoiriens. Il y a une espèce d'incompréhension quand même en Côte d'Ivoire. On ne comprend pas pourquoi on était attaqué. Pourtant, il y avait des signes qui pouvaient l'indiquer. Voilà, il y a des signes parce que maintenant, on attaque pour attaquer. On ne sait pas le but. Qu'est-ce qu'on veut obtenir à part faire peur, terroriser. Alors ça, je crois que vous pointiez du doigt la vraie question. Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir aujourd'hui quand on attaque Grand Bassam, après Bamako, après Ouagadougou ? Est-ce qu'on n'assiste pas tout simplement à la conséquence de l'Europe forteresse ? L'Europe tire les enseignements des attentats, d'abord de Charlie Hebdo, ensuite du 13 novembre. Les contrôles sont renforcés, la sécurité, les échanges entre polices européennes deviennent particulièrement intenses. Et où les terroristes peuvent-ils frapper des grandes villes ? Où peuvent-ils, je dirais, apparaître à la une des médias par leurs actes sanguinaires ? Eh bien, c'est sur d'autres théâtres d'opération et c'est sur l'Afrique. Même si on fait souvent le reproche que frapper une ville d'Afrique fait moins de bruit que frapper une ville comme Paris. En réalité, on voit bien qu'il y a là une tendance claire à frapper l'Afrique, ou peut-être, pour l'instant, sans doute, les forces de sécurité sont moins organisées, moins préparées. Ça fait du bruit quand même. Ça fait plus de bruit que Maïdougouré. Que la même semaine, il y a eu 22 morts de Boko Haram. On n'a pas parlé. Donc Maïdougouré dans le nord, au nord du Nigeria. Oui. Donc Abidjan est une ville symbolique. Oui, il y a une rivalité aussi des groupes djihadistes. On va être dans une course en avant. Moi, je suis extrêmement inquiète pour l'Afrique parce que ce sont des États quand même fragiles. L'Arabie Saoudite a eu un travail de maillage de l'Afrique, en Afrique très important. Et par exemple au Sénégal, je me rappelle avoir parlé avec un très bon connaisseur de l'Afrique qui me dit « Oh, mais il n'y a pas de risque. En Sénégal, il y a les confréries, l'islam là-bas est sous contrôle. » Et je pense que, par exemple, il y a un gros risque aussi au Alors Sénégal. là, c'était probablement pas les Ivoiriens, on n'a pas les noms, etc. Mais selon les témoignages, il y en a qui parlaient anglais. Il y en a un qui est arrivé... Des terroristes. Les terroristes. Il y en a un, c'était noir, bien sûr, mais ils sont arrivés, ils ont demandé à les petits jeunes qui viennent, qui cherchent des jobs, là, qui veulent vous aider à avoir une paillote, etc. Ils leur demandaient « You Muslim ?» Il a dit oui. Donc, ce petit-là a beaucoup raconté un petit peu ce qui s'est passé. Mais, donc, et également, on en a abattu 2 ou 3, enfin les chiffres, et on les a vus. Et selon les témoins, c'était pas des Ivoiriens. Ils disent c'est pas possible. Mais c'était pas des Africains non plus, ou c'était un djihad importé C'était des Africains, certainement, pense-t-il. Il y a un qui m'a dit soudanais. Je dis pourquoi soudanais ? Il me dit oui, mais c'est le type de visage, etc. Et puis parler anglais. Mais ça montre que c'était pas des Ivoiriens. Alors AQMI, on l'a vu, recrutait des Maghrébins. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement de différence. AQMI recrute là où AQMI est présent, et en l'occurrence dans ces pays. Oui, le recrutement s'africanise. Et on l'a souligné, il y a aussi une concurrence entre AQMI et le groupe terroriste État islamique. Et il y a une guerre de communication, c'est assez horrible à dire, mais pour faire parler, AQMI a besoin... On présentait AQMI il y a quelques mois comme une organisation moribonde. On se rend compte que AQMI s'est réinventé, va recruter en Afrique et commence et continue à faire parler de cette organisation. Il y a vraiment une menace importante, et c'est vrai qu'on a parlé du Sénégal. Le Sénégal est certainement l'un des prochains pays cibles de ce type d'opération. Alors justement, et je rebondis sur ce que vous disiez, vous parliez du Sénégal, c'est un islam qui tourne aussi autour des confréries, etc. Le Sénégal qui pourrait être le prochain pays visé, en toute bonne logique peut-être, on ne le souhaite évidemment pas, mais ça pourrait être dans cette logique-là. On a vu que le voile intégral a été interdit début novembre.
que des cellules en lien avec Boko Haram ont été démantelées. Est-ce que ça veut dire que le Sénégal se prépare mieux que d'autres pays? Est-ce que cet islam peut-être plus modéré le protège un peu mieux aussi, Richard? Alors c'est possible. Clairement, la structure sociale et religieuse sénégalaise est peut-être davantage prête à repérer ces éléments-là. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite aux autorités sénégalaises. Juste un point que je voulais faire, c'est aussi 3 pays qui sont en train de se reconstruire, qui ont été visés. Le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire. 3 pays qui se reconstruisent de manière assez prometteuse, chacun à leur manière, parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes types de traumatismes. Et à chaque fois, les terroristes frappent comme pour empêcher cette reconstruction et pour replonger ces pays dans le chaos. Dans le cas du Sénégal, la grande difficulté va être aussi, c'est toujours pareil, le lien entre trafic et islamisme radical. Il y a beaucoup de trafic criminel qui transite par le Sénégal. On pense notamment à la drogue. Et il y a aussi tout le problème des armes qui circulent dans la région. Je vous propose qu'on revienne juste rapidement sur la Côte d'Ivoire avant de continuer à parler en regardant cette une du magazine hebdomadaire satirique ivoirien Gbiche. Les djihadistes veulent nous tuer. Mais soyons cracra, soyons forts. Donc c'est un journal satirique, hein, on le comprend. Sur cette idée d'être fort, et puis vous le soulignez, la Côte d'Ivoire est un pays qui se relève. Est-ce que cette nécessité d'unité nationale est encore plus forte aujourd'hui, Nicolas, peut-être? Oui, certainement. Oui, parce que l'opposition, les responsables d'opposition qui jusqu'à présent avaient des relations totalement perturbées avec moi, ils sont allés tous voir le président, dire que nous sommes tous ensemble. Il y a eu une espèce de sursaut comme ça. Il faut dire aussi que les Ivoiriens étaient assez préparés. Ils attendaient à Abidjan. On n'est pas à Abidjan, là, on est à Grand Bassam. Donc c'est à 40 km de la capitale. Donc on dit aussi maintenant ce sera le Sénégal, mais ça peut encore être le même pays ou revenir quelque part. Donc on ne sait pas. Je crois que le qui-vive, tout le monde est sur le qui-vive, mais on ne peut jamais totalement empêcher. Malgré tout, est-ce que le pays était frapper. préparé? Parce qu'on sait que depuis Ouagadougou, la Côte d'Ivoire s'y attendait, s'y préparait. Est-ce qu'elle l'était suffisamment ou est-ce que c'est impossible? Mais c'est toujours très difficile de s'y préparer. Même nous en Europe, on n'est pas forcément préparés. C'est de nouveau le même problème. C'est une coopération internationale. Peut-être aussi à un moment réfléchir de manière régionale et de manière plus générale. Est-ce que l'ONU aussi ne serait pas un outil à un moment qui n'est peut-être pas encore adapté aux réalités d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en dites de ça? Parce ça que pourrait ça pourrait être une piste ou pas? Oui, il y a eu cette décision d'installer une antenne du GIGN français, si j'ai bien compris, en Afrique, je crois au Burkina. Cette antenne sera là pour parer à d'éventuels attentats ou à d'éventuelles attaques. Le grand défi, c'est évidemment celui de la transmission de l'information dans un continent où les moyens sont pas toujours très très bons, et puis la rapidité d'intervention. Parce que... Alors là, cette histoire de GIGN, je suis désolée, mais ça agit quand même comme un excitant et un irritant. Voilà. Cette présence militaire française visible, comme ça, très apparente, a un côté contre-productif. Parce que... C'est quoi, c'est la France-Afrique trop visible, c'est ça? Oui, en même temps, ça suscite des provocations. On dit, ah bon, vous croyez que... vous allez voir. Donc, vous voyez ce qu'on a fait nous tous, là, jusqu'à maintenant. On parle que du terrorisme que sous l'aspect sécuritaire, la défense militaire, on va parer, etc. Mais ça, c'est très, très difficile d'en venir à bout si on n'envisage que des solutions militaires ou sécuritaires. Mais alors, quelle solution dans des pays où on sait qu'il y a une jeunesse souvent au chômage désœuvré, où il n'y a pas l'éducation au niveau auquel on l'espérait? Le terreau économique et idéologique. Voilà. Mais ce n'est pas seulement l'islam, d'ailleurs. Oui. C'est le terreau économique et économique, certes, mais aussi idéologique. Il faut voir, il faut travailler sur ça. Nicolas. Michaël Jean, donc voilà, la secrétaire générale de la francophonie, parlait notamment des armes de construction massive. Je trouve que le terme est assez intéressant. C'est donner de l'espoir à la jeunesse, de l'espoir économique, de l'éducation, une perspective. Et la réponse sécuritaire, c'est la réponse rapide, mais il y a une réponse qui est beaucoup plus difficile, longue, et qui demande aussi politiquement plus de courage. Mais voilà. Pour terminer sur ce thème, une dernière chose, est-ce qu'on peut craindre, vous l'évoquiez tout à l'heure justement, ces réseaux terroristes qui pour l'instant se font un peu la guerre, mais est-ce qu'on pourrait craindre un jour ou l'autre, à un moment ou à un autre, que par exemple Boko Haram, les Chebab, AQMI, donc les Chebab, État islamique, hein, je le rappelle, est-ce qu'ils arrivent à s'entendre en fait
dans toute cette région d'Afrique qui peut super aller business, d'un océan à l'autre. C'est C'est un super business, mais je crois que c'est déjà un très bon business, si j'ai bien compris. Il y a aussi le côté business. Pourquoi ça continue? Parce que aussi on est dans un business. Il y a déjà des circuits d'approvisionnement communs, notamment les approvisionnements en armes. On sait que les armes venant de Libye se sont au fond ont essaimé dans la région par des circuits connus de trafiquants, etc. Donc ces groupes ont des liens. Ils ne répondent pas à un commandement opérationnel commun, mais les liens existent. Mais est-ce que ce commandement en commun, on pourrait l'imaginer ou pas? Ou là vraiment c'est des... Ça me semble difficile, moi. Mais aussi, c'est vrai qu'on parlait de la Libye, il y a aussi des... Dans ce développement de terrorisme, il y a des pays comme la Libye qui sont dans un véritable chaos depuis les interventions françaises, britanniques, qui sont des exportateurs d'armes, de terrorisme. L'une des solutions est aussi là. Il faudra se pencher très rapidement sur la Libye parce qu'il y a une situation inquiétante. Et n'oublions pas que les franchises terroristes sont plus dangereuses finalement qu'une organisation centralisée. Exactement. Parce qu'une organisation centralisée, vous la décapitez. Voilà. Des franchises locales, vous n'arrivez finalement jamais à les décapiter. Voilà, c'est exactement ça le problème. Et on n'a même plus besoin de s'unir, etc. On n'a même plus besoin de mots d'ordre. Il y a des groupes qui se forment. Et là, le seul lien qu'ils ont avec certains armées et des choses un peu plus importantes, c'est les moyens financiers. Envoyez-nous ceci, etc. Mais ils font sur place. Donc une lutte qui va être difficile à mettre en place. Une idéologie commune. Et c'est là on en revient à ce travail de désidéologisation, mais qui est compliqué. Voilà. On va s'intéresser à une autre, si vous le voulez bien, une autre idéologie commune, mais ça risque de vous faire sourire. On va parler de l'Union européenne. Les dirigeants européens et le Premier ministre turc, Ahmet Davutoglu, ont signé un accord censé endiguer le flux des réfugiés en direction de l'Union européenne. Mais entre Bruxelles et Ankara, la relation est quand même toujours assez tumultueuse. Ankara, je cite, partenaire difficile de l'aveu de nombreux diplomates. C'est un jour historique aujourd'hui parce que nous sommes parvenus à un accord très important entre la Turquie et l'Union européenne. À un moment où la Turquie accueille plus de 3 millions de réfugiés, ceux qui sont incapables de trouver de la place pour une poignée de réfugiés, ceux qui, au centre de l'Europe, retiennent ces innocents dans des conditions honteuses, devraient d'abord s'interroger sur eux-mêmes. Voilà, alors quelques chiffres. L'an dernier, dans les 1 200 000 Syriens, Irakiens et Afghans sont arrivés en Europe, 800 000 ont transité par le territoire turc et environ 2 700 000 réfugiés se trouvent toujours en Turquie. Donc là, on vient de l'entendre, le président turc n'a pas tout à fait bonne presse en ce moment, mais qui renvoie l'Union européenne dans les cordes et bam, ça fait un peu mal quand même. Ouais. Ariane. Exactement ça. Oui, alors bon, d'abord on va voir un peu cet accord, comment il peut être appliqué, parce que c'est peut-être avant de parler de l'accord, oui, parce que je trouve que peut-être Erdogan, là, il dit quelque chose qui renvoie l'Union européenne face à elle-même. Est-ce qu'il a raison de le faire? Et l'accord, on va y venir, évidemment. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, cet accord, Amnesty International l'a dénoncé, on est tout à fait, tout ce qui est droit international, Convention de Genève, ne sont pas respectés. Ça, il a pas complètement tort. C'est un rapport de force. Hein. On réapprend le rapport de force avec le marchandage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Qu'est-ce qu'il a obtenu, le président Erdogan? Il a obtenu 3 milliards de plus, hein, donc ça fait 6 milliards. On va voir la une, pardonnez-moi, oui. On va voir la une de Hurriyet qui nous dit justement que c'est un bon accord. Est-ce vraiment un bon accord? C'est ce que vous étiez en train de nous dire. On la voit en ce moment, allez-y. Pourquoi c'est un bon accord pour les Turcs? Parce qu'en fait, les Turcs s'en fichent un peu de l'Union européenne maintenant. Ce qui est le plus important pour eux, c'est la libéralisation des visas. Et c'est là que tout se joue, toute l'affaire se joue. Cette libéralisation des visas, ce n'est pas une nouvelle histoire. En 2013, ils avaient négocié un accord de réadmission par l'Union européenne, c'est-à-dire que la Turquie est censée renvoyer, l'Union européenne est censée renvoyer tout clandestin qui arrive sur son territoire, qu'il soit afghan ou d'un autre pays, en Turquie à partir du moment où on a pu voir que c'est de Turquie qu'il est arrivé en Union européenne. Cet accord de réadmission avait déjà été signé en 2013. Mais les Turcs disaient, nous, on ne l'appliquera que si vous libéralisez les visas pour les Turcs. Et à l'époque, la négociation se faisait sur les hommes d'affaires, sur les personnalités un peu connues, qui n'auraient pas eu besoin de demander de visa. Maintenant, ils ont monté d'un cran, ils disent c'est pour tout le monde. Or, tous les sondages montrent, les sondages depuis des années, quand on demande à un Turc pourquoi est-ce que vous voulez l'Union européenne, il dit pour la libre accès à l'Union européenne. Et là, le président Erdogan fait très fort, parce qu'il va leur offrir la libéralisation des visas sans avoir à faire tous les efforts qu'il aurait dû faire pour pouvoir être intégré dans l'Union européenne. Richard. Bon, l'Europe a attendu l'accord pour se faire pendre par la Turquie, en tout cas pendant quelques années. C'est clair, on ne veut pas accueillir ces réfugiés, on ne veut pas, disons, s'organiser pour
se mettre en position de les accueillir, s'organiser ensemble. Donc, il faut trouver une solution pour quelque part, les faire disparaître, ou en tout cas qu'il n'y en ait plus qui arrivent. Et donc, on offre à la Turquie à la fois de l'argent, des moyens, un calendrier, et évidemment, les Turcs vont en profiter. Et donc, on a là une situation qui va durer, parce que la guerre en Syrie ne va pas se régler à l'horizon des prochains mois. Les Turcs vont en profiter, et ce que dit Erdogan, évidemment, il y a une part de vrai, mais c'est du jeu politique. Et je ne vois pas comment l'Union européenne aujourd'hui pourrait résister à ce chantage turc. Malheureusement pour l'instant, l'Union européenne est en train de se laisser pendre. C'est pas un mariage, c'est un échec politique, c'est un échec politique grave de l'Union européenne qui aujourd'hui se met dans une position absolument impossible face à une Turquie dont on ne sait pas ce qu'elle sera demain ou après-demain. Et une Turquie qui inquiète beaucoup aussi. Mais oui, une Turquie qui inquiète quand on voit ce qui se passe, des journalistes mis sous pression, des avocats qui sont poursuivis, la situation dans la région du Kurdistan qui est aussi extrêmement inquiétante. Et c'est vrai que c'est un échec européen, c'est un multiple échec européen. D'une part, de ne pas avoir réussi à gérer la crise des réfugiés après de faire appel à la Turquie. On peut parler de braderie des valeurs européennes. C'était l'une de nos journalistes à l'RTBF, Anne Blancpain, qui disait ça. Braderie des valeurs européennes. On est quand même prêt à faire un recul sur un certain nombre de choses, de valeurs, qui sont pourtant le fondement de l'Union européenne. Et quant au jeu qui se joue, c'est un jeu de dupes entre Ankara et Bruxelles, parce que les Européens n'ont pas envie de la Turquie dans l'Union européenne. Ça fait 30 ans que ça traîne. Et les Turcs le savent très bien, donc ils profitent de la situation. Et on ne sait pas très bien pour l'instant qui est en train de berner qui, mais on est dans une situation assez peu glorieuse pour l'Union européenne. On a toujours dit que cette crise des migrants pourrait coûter la vie à l'Union européenne. On pensait que ça serait peut-être plus via Schengen, etc. Est-ce que, si je vous comprends bien l'un et l'autre, et vous allez me dire si vous êtes d'accord vous aussi, est-ce que en fait l'Union européenne là a signé son arrêt de mort notamment au niveau des valeurs, et ça serait très grave. L'Union européenne s'est laissée torpiller par des dirigeants, notamment en Europe centrale, qui sont des admirateurs de messieurs Erdogan et Poutine. Je veux dire, M. Orban est un admirateur de Erdogan et de Poutine. Un certain nombre de ces dirigeants qui aujourd'hui ont conduit à cette incapacité de l'Union européenne à décider sont pro-Erdogan. Au moins, ils admirent cette posture d'homme fort autoritaire. Donc en réalité, le mal, il est aussi dans l'Union européenne, le mal politique, j'entends. D'accord, plus ou moins, sauf que Orban et tous ses amis, les Polonais, ne sont pas les plus importants dans l'Union européenne. Et les réfugiés, là, les migrants ne veulent même pas aller en Hongrie, ça ne les intéresse même pas. Donc, ça c'est une chose. Mais l'Union européenne, les grands pays, la France, à part l'Allemagne, mais la France et la plupart des autres pays n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc, s'il y avait eu que la Pologne et les autres petits pays de l'ancienne Europe de l'Est, la solution, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Et donc, toute cette histoire-là a un dénouement qui est le pire des scénarios. C'est le pire des scénarios. C'est-à-dire, nous refusons de nous mettre d'accord pour accueillir pour nous répartir un petit peu la charge des migrants, et on se livre à quelqu'un qu'on ne veut pas avoir avec nous, dont on pense le plus grand mal, et qui est devenu l'arbitre de la situation. Sauf que, il y a un travail de fond qui se fait depuis plusieurs années pour redessiner une Europe à plusieurs cercles. Et c'est pour ça que toute cette histoire de Turquie dans l'Union européenne, en vérité, c'est un faux problème. Les Turcs, comme beaucoup d'Européens, savent très bien qu'ils ne seront pas dans une Europe politique. On l'a raté, l'Europe politique à 28. C'est fini, l'idée de Jean Monnet, c'est fini. C'est une Europe. Alors, il y aura peut-être un noyau, il y a un mouvement qui se fait, un des noyaux des 6 fondateurs, Espagne, Italie, qui vont, ça serait l'idéal, avec plusieurs cercles, dont la Grande-Bretagne, dans un des grands cercles où la Turquie pourrait être. Et à ce moment-là, la Turquie, par exemple, ne veut pas être dans la zone euro. Il y a un certain nombre de choses, la Turquie ne veut pas. Et c'est ça dont on parle énormément dans les chancelleries, dont on parle... Il y a presque un accord au niveau politique, mais on n'en parle jamais. En fait, si la Turquie était intégrée, je ne dis pas qu'il faut qu'elle le soit, mais si elle était intégrée un jour, ce qui est compliqué parce qu'il faut des référendums, des tas de choses, elle serait intégrée dans une Europe à plusieurs vitesses. C'est ça qui est en train de se dessiner. Mais la Turquie n'en veut même pas de l'Europe, n'en veut plus. Mais bien sûr que si, elle n'en veut plus. Mais bien sûr non, que sérieusement, on a vu la Turquie se déployer toute sa politique étrangère vers d'autres pays, notamment vers l'Afrique, parce que l'Europe, on a vu que l'Europe n'est pas un endroit très attrayant actuellement.
Oui. Pas. Le mouvement, c'est plutôt d'en sortir. La grande bataille veut en sortir. Ceux qui n'étaient pas dans l'euro ne veulent pas y entrer, etc. Bon. Donc, ce n'est pas un endroit où la Turquie se dit... Je vous laisse répondre à Ariane, et puis on verra lequel de vous, Nicolas et Richard, arrivera à les départager. La politique étrangère de la Turquie a échoué. Ouais, c'est vrai qu'elle voulait regarder vers le Proche-Orient. Elle est en train. Pourquoi ça a échoué? Ils sont en cours. Ouais, pour l'instant, elle a échoué. Les pays sont totalement détruits. Non, pour l'instant. Les frères musulmans, qui étaient quand même la chose sur laquelle elle a compté, se sont effondrés en Égypte, en Syrie, ils espéraient beaucoup. Donc elle est un peu obligée, elle fait partie de l'OTAN, vous souvenez-vous-en, elle est un peu obligée de se retourner vers l'Union européenne. Ça, c'est un premier point. Ensuite, l'Union européenne, pour l'opposition, c'est toujours... D'ailleurs, c'est étonnant. Là, l'opposition turque crie à leur Union européenne, au secours, aidez-nous, dites bien, ce que vous signez, c'est pas les valeurs européennes. Ils ont presque besoin, ils font presque jouer à l'Union européenne un rôle d'opposition. Donc il y a quand même, il faut pas non plus renvoyer tous les Turcs à la politique de Nicolas Richard, pour les départager, on avancera, il faudrait qu'on revienne à l'accord. Très pro-européenne. C'est vrai qu'il y aura une Europe des cercles vertueux, concentriques, enfin voilà, il y a plusieurs noms, peut-être. Mais à côté de ça, ce que veut la Turquie de l'Union européenne, c'est au niveau de la zone de libre-échange, c'est pas plus que ça. C'est uniquement économique, ce sont les visas. À côté de ça, et c'est vrai que je rejoins aussi la réflexion qui a été faite, dans les 6 pays fondateurs, le rôle notamment de la France n'a pas été très glorieux sur la crise des réfugiés. Rien que ça, voilà, il faut c'est vrai, on peut parler d'Orban, on peut parler de la Pologne, mais parlons de la France, dirigée par un gouvernement socialiste, rappelons-le, qui pourtant, sur les questions de réfugiés, est plutôt progressiste. Eh bien, on se pince le nez pour accueillir des réfugiés. Alors Richard, d'un mot, et ensuite je voudrais qu'on revienne au contenu de l'accord. Un couple franco-allemand qui n'existe plus, donc 2 dirigeants dont on a l'impression qu'ils ne se parlent même plus, François Hollande et Angela Merkel, sur cette question des réfugiés, donc c'est tout à fait vrai. Sur le contenu de l'accord lui-même, quand même encore une autre affaire, c'est l'affaire de la Grèce. Parce que c'est quand même fabuleux de voir comment la Grèce, après avoir été vilipendée, vouée aux gémonies par l'ensemble des dirigeants européens, maintenant se retrouve en position de force. Et Tsipras, quelque part, finalement, Tsipras et Erdogan ont besoin l'un de l'autre dans leur bras de fer respectifs avec l'Union européenne. Alors qu'ils étaient ennemis, au moins. Alors qu'ils étaient ennemis. On va revenir au contenu de l'accord quand même, parce qu'il pose beaucoup de questions. Donc censé stopper ce flux migratoire. Je vais en citer quelques-unes. Comment va-t-on s'y prendre? Comment seront effectués ces renvois? Que fera-t-on quand ce plafond de 72 000 personnes sera atteint? Que va-t-on faire de tous ceux qui sont déjà en Grèce? Est-ce que ce marchandage un contre un inclut aussi les enfants? Voilà, c'est toutes les questions que ça soulève. Qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, je n'ai aucune confiance dans tous ces chiffres. Dont on a l'impression qu'ils sont là, ils sont mis par des bureaucrates qui ont besoin de dire aux médias, de nourrir les médias avec des chiffres. Ces chiffres ne veulent rien dire. Est-ce que c'est un accord indigne? C'est ça que vous êtes en train de dire aussi? Parce qu'on c'est franchement pas glorieux, on peut dire indigne, mais même pas glorieux. Et quand on voit le témoignage des réfugiés qui sont pour l'instant bloqués en Grèce, cet accord, eh bien, ils vont tout de même, d'une certaine manière ou d'une autre, tenter de rester en Europe, d'aller ailleurs. Et il y aura un effet pervers à cet accord, c'est que des routes parallèles sont en train de se mettre en place. Ça va renforcer les passeurs dans d'autres régions. Donc en fait, on se retrouvera peut-être très rapidement à un autre sommet européen. On va rebricoler quelque chose rapidement. C'est ça qui est très malheureux dans cet accord, c'est que c'est un bricolage et qui ne va pas très loin. Le mot de la fin, Ariane Bonzon. Oui, bricolage, l'Europe a été complètement dépassée. Elle n'avait pas anticipé tout ça, ce qui est fou, parce qu'on en parle. Je crois aussi que du côté de la France, il y a cette peur du Front National. La France veut se protéger de ça et elle pense que en accueillant des réfugiés, ça va faire le jeu du Front National. Or, je suis extrêmement choquée, surprise par la bonne volonté de la population française. C'est bien de dire ça. J'ai assisté dans des associations, dans des petites villes de province, les gens sont prêts. Ils ont préparé une chambre, ils sont prêts pour accueillir des réfugiés. Et du côté de l'État, il n'y a rien. Je suis étonnée de ce fossé entre la bonne volonté et l'État. Vraiment un seul exemple des mensonges, Calais. Combien de fois les dirigeants français ont dit on va renvoyer les illégaux de Calais? La réalité, c'est qu'on ne peut pas renvoyer ces gens et qu'aujourd'hui, on construit des camps permanents pour qu'ils restent là pour le moment. Et que donc cet accord est censé entrer en vigueur à minuit ce dimanche. Donc on verra bien ce qui va se passer malgré nos craintes. Je vous propose maintenant de jouer à un jeu à main droite. Lycidol, légende moderne du Go, 9e dan, le plus haut rang, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de Go au monde. À ma gauche, AlphaGo, super ordinateur qui a fini par battre Lycidol. Vous allez le voir, d'énormes progrès ont été faits dans le domaine de l'intelligence artificielle ces 10 dernières années. À la droite de l'écran, le champion du monde de jeu de Go marque son impuissance.
Il vient de perdre à nouveau face à un ordinateur. L'Isidol s'est incliné dans cette manche décisive. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ma défaite. Mais ce n'est pas la défaite de l'humanité. Il a fallu un peu plus de 4 heures pour AlphaGo, c'est le nom du programme informatique conçu par Google pour venir à bout du meilleur joueur de Go de la planète. Une victoire qui surprend même les concepteurs de cette intelligence artificielle. Pour être tout à fait honnête, nous sommes stupéfaits, sans voix. L'Isidol a perdu une nouvelle fois de manière incroyable. AlphaGo a exploré de nouveaux territoires. Il y a 20 ans, Kasparov, le champion d'échecs, perdait pour la première fois face à une machine IBM. C'était à l'époque la puissance du calcul qui faisait la différence. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va au-delà avec le jeu de Go, où il existe 10 puissance 100 fois plus de possibilités que dans le jeu d'échecs. Mais alors ça vous fait peur ou ça vous épate? Je trouve ça épatant, c'est de la science-fiction avec aussi un gros coup de com' de la part de Google, mais voilà. Épatant, un seul mot d'ordre, débrancher cette machine d'urgence. Donc pas épatant du tout. Marie-Roger? Non, je pense que c'est très effrayant parce que... Effrayant pour vous? Oui, c'est tout à fait effrayant parce que je crois qu'à terme, l'humanité va se détruire. Moi, bravo la machine, mais en fait, ça m'intéresse pas du tout, ces histoires de machines. L'humain m'intéresse beaucoup plus. Je vous propose qu'on retrouve un spécialiste de la question qui nous attend, qui est en direct de Montréal, Mathieu Dugal, que les téléspectateurs de TV5 Monde connaissent, 300 millions de critiques. Vous êtes l'animateur aussi de l'émission hebdomadaire La Sphère à Radio-Canada. L'actualité vue à travers les médias sociaux et numériques. Merci infiniment d'être avec nous en ce dimanche matin pour vous. Vous venez de l'entendre, hein, ici, ça fait un peu peur tout ça. Il est plus simplement question, on vient de le voir avec AlphaGo, de grosses calculettes qui vont plus vite que l'humain. Est-ce qu'on a fait un pas vers une révolution, vue d'ici un peu effrayante, de l'intelligence artificielle, Mathieu ? Bien, écoutez, je pense qu'il ne faut pas non plus s'exciter. Bon, oui, effectivement, ça impressionne parce que le jeu de Go est un jeu qui est très difficile. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la conscience de soi, une intelligence autonome qui décide par elle-même, ça n'existe pas encore. Ce qu'on vient de voir, par exemple, avec les avancées dans AlphaGo, c'est que c'est des avancées quand même assez incroyables parce que oui, les machines commencent à apprendre par elles-mêmes. Et c'est ce qu'on peut voir, et c'est la grande différence, par exemple, entre ce qu'on a pu voir en 1997 avec Deep Blue, qui avait battu Kasparov. Deep Blue, on lui avait, en fait, ce n'était qu'un ordinateur capable de jouer aux échecs, tandis que ce qu'on a vu avec DeepMind, c'est un ordinateur qui, il y a 2 ans, a appris par lui-même à jouer à toutes sortes de jeux vidéo, et il a appris aussi par lui-même à jouer à AlphaGo. Alors, oui, on est avec une intelligence artificielle qui est capable de commencer à apprendre par elle-même, mais est-ce qu'on est dans Skynet? Est-ce qu'on est dans Terminator? On est très, très loin de ça encore. Donc, il nous reste quelques dizaines d'années à souffler encore. Dans quelques dizaines d'années, ça nous paraît, vu d'ici, ça nous paraît pas si loin quand même. Mathieu, vous venez de rentrer du très éclectique festival South by Southwest à Austin, au Texas. Une partie est consacrée aux nouvelles technologies. Ce que vous y avez vu là-bas, est-ce que c'est l'intelligence artificielle de demain et à quoi ça va ressembler? Bien, écoutez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, on est à quelques années de la société des robots. C'est pas moi qui le dis, c'est un grand roboticien japonais, Hiroshi Ishiguro. J'ai assisté à sa conférence à South by Southwest. C'était absolument incroyable. Donc, d'une part, oui, les robots s'en viennent dans nos sociétés. Ils sont déjà dans les centres pour personnes âgées au Japon. Et ces robots-là, donc, ils sont de plus en plus connectés sur des formidables réseaux de neurones artificiels. Donc, IBM était là avec son ordinateur Watson. Google est là également avec donc son DeepMind. Il y a Facebook qui est sur les blocs de départ. Donc, de plus en plus, on va voir les robots arriver, mais il faudrait peut-être davantage craindre, par exemple, des intelligences artificielles qui arrivent dans le domaine de l'automobile, comme par exemple avec Google Car ou Uber, que l'arrivée de robots qui vont nous exterminer. Donc, l'intelligence artificielle arrive, il faut s'y préparer.
déclaré, il faut le savoir. Bon, merci beaucoup Mathieu. Je crois qu'on est rassurés maintenant qu'on sait qu'on ne va pas être tout de suite exterminé par des robots. Merci infiniment. Un grand bonjour à vous de l'autre côté de l'Atlantique. Merci beaucoup. Alors finalement, on voit bien nos réactions, tout ça nous fait un peu peur. Qu'est-ce qu'on craint? Une intelligence artificielle hostile? Est-ce qu'on joue aux apprentis sorciers? Est-ce qu'on a peur de créer une machine nous-mêmes qui un jour viendra nous détruire? C'est en ça qu'on a une crainte? C'est exactement ça. Déjà, quand on apprend une machine qui apprend par elle-même, ça fait peur. Parce que jusqu'à maintenant, on l'a programmée pour. Et donc, il y avait la main de l'homme et ça, elle apprend par elle-même. Donc, moi, je dérive directement sur tout ce qui est numérisation un peu de l'être humain, où on va t'ajouter une oreille, machin, une puce dans l'oreille. On va muter et à un moment donné, on n'existera plus. Ce sera une autre race et celle-là, voilà, totalement digitalisée. Nicolas, vous êtes prêt à muter, à devenir une autre race? Ce sera une révolution, certainement, mais voilà. Mais d'un côté, je trouve qu'on est vraiment dans le roman d'anticipation. On pourrait voir du Philippe Cadic, donc c'est en même temps fascinant, d'une certaine manière, parce que ça ouvre plein d'applications sur la vie de demain, la voiture connectée, le frigo qui va appeler un moment quand il sera vide pour faire les courses tout seul. Voilà, il y a naturellement un certain nombre d'inquiétudes. Et le frigo qui va faire les courses tout seul. Ça, c'est encore mieux. Ouais. Peut-être qu'il cuisinera aussi. Mais voilà, mais peut-être que dans quelques années, on sera remplacé par des robots dans cette émission. Qui sait? Mais voilà, c'est vrai qu'il y a aussi un certain nombre d'inquiétudes. Mais on écoute balbutiement aussi, parce que l'imitation neuronale du cerveau, même DeepMind, n'est pour l'instant que dans vraiment une grande calculatrice intelligente qui apprend bien, qui apprend vite, mais les émotions, etc., on en est encore très loin. Alors c'est ça, est-ce qu'il faut mettre de l'émotion dans le robot pour que, par exemple, quelqu'un comme vous, que ça n'intéresse pas, il se pourrait t'intéresser? Le terme intérêt, c'est vrai que je trouve ça un petit peu paniquant par certains côtés, mais l'humain est tellement intéressant et tellement compliqué et on le connaît tellement pas que moi j'ai envie de dire, bon, essayons déjà de bien comprendre ce que c'est que l'humain, et c'est ça qui me fait un petit peu peur. Mais bon, assez juste. Oui, n'oublions quand même pas que derrière ce robot-ci, il y a une grande firme multinationale dont les intérêts sont évidemment financiers. C'est-à-dire que ce qui rend les choses très inquiétantes, à la limite, c'est pas l'intelligence artificielle au service de l'homme, mais c'est l'intelligence artificielle au service du profit et de ceux qui pourraient ensuite la dévoyer. Et ça, c'est l'élément que je trouve. Si c'était au fond un consortium des Nations Unies qui avait accouché de ce robot, on pourrait déjà le voir plus altruiste. C'est une firme internationale avec des actionnaires et là, il y a inquiétude. Ouais. Alors je vais laisser le mot de la fin peut-être parce qu'on arrive au terme de l'émission à l'optimiste sur ce thème, en tout cas celui qui n'a pas peur. Malgré tout, cette question, est-ce qu'on joue aux apprentis sorciers? Est-ce qu'il faut craindre? Moi, je pense qu'il faut peut-être craindre, en effet, ce qui a été souligné, c'est que DeepMind est donc une entreprise américaine dont je ne citerai pas le nom, mais c'est un coup de marketing, on en a parlé, ça leur a permis de se mettre en avant. Il y a aussi une compétition économique, et c'est vrai que derrière ça, comme toujours, ce sont de belles avancées scientifiques, il faut que ça reste aussi peut-être dans le domaine de l'humanité, pourquoi pas, via les Nations Unies. Il n'y a pas de gouvernance mondiale pour empêcher, par exemple, le clonage de l'humain. Un jour, on va le faire. Il y a des choses... Si c'est interdit dans un pays, en France, si ça n'est pas ailleurs, on le fait. Et ça pose donc beaucoup de questions. Et je vais m'appuyer pour conclure sur Slate, pour qui vous collaborez, qui disait dans un article récemment « La défaite de l'homme contre la machine au Go est une victoire de l'humanité ». Slate rappelle que pour permettre cet exploit, il a fallu s'appuyer sur les résultats de chercheurs géniaux, utiliser les talents d'ingénieurs et de joueurs de Go brillants et disposer de matériel très puissant. Tout ça pour battre un seul homme. Voilà. Ce sera le mot de la fin si ça vous convient pour ce thème. Aucun robot ne saurait remplacer Dilemme et son coup de crayon. Je vous propose qu'on jette un coup d'œil à l'actualité de la semaine vue par lui. Et Dilemme commence avec l'arrestation de Salah Abdeslam. Je suis Paris, sans le A, ça devient je suis pris. Salah Abdeslam, voilà. Et peut-être Dilemme qui lance un nouveau slogan, puisqu'on a vu je suis Paris, on a vu plus récemment je suis Grand Bassam. Peut-être je suis pris. On va voir s'il fait des émules sur les réseaux sociaux. Même moi, je n'ai pas le droit d'entrer dans l'Union européenne, explique le président turc Erdogan à des migrants. L'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, on en parlait, qui fait l'objet de marchandages lors des discussions pour parvenir à l'accord censé ralentir ce flux migratoire. Des terroristes qui chantent, vous allez le voir, l'hymne du Club Med à la Queue-Leu. Le village de vacances rouvre dès cet été à Djerba. Il avait été fermé en août dernier suite aux attentats du musée du Bardo à Tunis et de Sousse.
Et puis, autre actualité cette semaine, et on en parlait nous la semaine dernière, mais les choses ont beaucoup évolué pendant la semaine. Au Brésil, je suis prêt pour la passation de consigne. Eh bien non, le tribunal suprême fédéral a suspendu l'entrée de l'ex-président Lula au gouvernement de Dilma Rousseff. Les casseroles judiciaires du mythe Lula liées à l'affaire Petrobras n'ont pas fini de résonner. Et enfin, la puissance américaine atterrit sur la petite île de Cuba. Le président américain démarre ce dimanche une visite à la Havane qui devrait mettre fin à plus de 5 décennies d'antagonisme forcené entre les deux pays. Après un spectaculaire rapprochement, on s'en souvient, c'était fin 2014. Voilà pour Dilemme, voilà pour cette émission. Merci infiniment à vous quatre d'être venus ce dimanche en plateau. À très bientôt. Merci à vous qui nous suivez aux quatre coins de la planète. Et à vous, je vous dis à dimanche prochain.